Et bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ce Choc des Titans 3e édition. Merci à vous tous de nous suivre dans le chat. Vous êtes à peu près 2 milliards de followers aux dernières informations. Aucun stress pour mes invités, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et sans transition, on va introduire ce sujet qui va nous occuper cet après-midi. En 2023, qui dit product management dit produit numérique. Alors on est habitué, surtout ici à l'After Produit, à parler application, à parler logiciel, à parler tout software. Et c'est souvent un peu en oubliant tout ce qui permet, rend possible ou parfois amplifie l'expérience qu'on veut proposer. Et c'est sur ce thème que je suis très heureux d'échanger ce soir avec mes invités. La problématique que j'ai proposée aujourd'hui, c'est quand produits physiques et produits digitaux se rencontrent, mariage explosif ou lune de miel perpétuelle. Je viens de teaser le sujet. On va parler hardware. On va parler software et de cette douce alchimie, parfois un petit peu compliquée à trouver. Et j'ai autour de moi deux invités qu'on n'a évidemment pas choisis au hasard. Bonsoir Léonard. Bonjour. D'ailleurs, il est encore 15h, ça devrait aller. Bonjour Léonard. Bonjour Romain. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter, de dire qui vous êtes, ce que vous faites aujourd'hui et évidemment, vu que ça va être le sujet d'aujourd'hui, de nous parler très rapidement des produits dont vous vous occupez. Ouais. Qui se lance? Léonard. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Léonard et je suis Product Manager chez Weezings. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Weezings, c'est une boîte française, leader mondial des technologies autour de la santé connectée. Et donc concrètement, on propose différentes gammes de produits qui vont des balances, tensiomètres ou des montres par exemple. Et ces produits vont remonter des biomarqueurs. Alors ce qu'on appelle des biomarqueurs sont simplement des marqueurs de votre santé. Donc des capteurs. Des capteurs, voilà, exactement. Par exemple, sur cette montre, ça va être le rythme cardiaque, ça va être votre qualité de sommeil, etc. Et donc, grâce à ces beaux marqueurs, on va les faire remonter sur une application Weezings. Et là-dessus, on va vous aider à essayer d'améliorer votre santé, mieux la comprendre, etc. Et donc, moi, plus particulièrement, je suis Product Manager sur l'application de Weezings. Voilà. Très clair. Eh bien, merci Léonard. Bienvenue encore. Merci. Romain. Donc moi, quelque chose de complètement différent. Donc Romain Tchertian, moi je suis Chief Digital Officer chez Engie. Donc Engie, c'est une entreprise mondiale de l'énergie, un des pionniers quand même dans la transition énergétique. Moi, mon sujet plus particulier, c'est les batteries, donc quelque chose qu'on appelle en anglais Battery Energy Management System. Et donc c'est des espèces de grosses batteries qu'on va utiliser, qu'on va mettre sur le réseau pour pouvoir amener de la flexibilité et permettre justement qu'on ait tout le temps de l'énergie, même quand il n'y a pas de soleil ou pas de vent. Et donc ça va permettre effectivement d'améliorer la pénétration des énergies renouvelables dans notre mix global. Voilà. Et moi, mon sujet, c'est effectivement de trouver les bonnes manières de faire vivre ces gros objets, qui sont donc des gros hardware, et de trouver les bons usages, les bonnes utilisations pour les valoriser sur le long terme et permettre que finalement elles existent économiquement dans notre sujet de la transition énergétique. Pour rendre ça encore plus concret, vu qu'on a la chance pour une fois de parler de quelque chose qui est facilement montrable, Léonard, tu parlais de capteurs, ouais. Tu nous as montré ou laissé apercevoir une montre, tu as parlé de tensiomètre, ouais. C'est des objets qu'on s'imagine assez bien. Romain, quand tu parles d'une batterie, ça ressemble à quoi concrètement? Ça ressemble, moi j'ai pas pu le ramener du coup, ça ressemble quand même à un gros container. Voilà. Donc c'est pas très joli ni très moche en fait, c'est rectangulaire, c'est gros, c'est assez neutre. Par contre ça prend de la place parce que du coup on va avoir tendance à... En tout cas, quand on est sur des gros sites, avoir plusieurs containers qui vont être empilés les uns à côté des autres. Donc voilà, ça peut commencer à prendre un petit peu de place. Donc moi, Rémi, je peux acheter facilement une montre Weezings, mais acheter une batterie de la taille d'un conteneur, c'est plus compliqué. Pas trop, ça va être difficile. Après, voilà, nous, là, notre positionnement, il est vraiment sur des gros objets. On travaille aussi un peu plus proche, on va dire, du grand public. Et on peut imaginer décliner ces grandes batteries sur des objets un petit peu plus petits pour de l'autoconsommation dans les maisons avec... panneaux solaires, etc., ou pour les industries qui voudraient avoir aussi un système d'autoconsommation d'énergie. Eh bien, ravi de lancer cette table ronde. On a deux contextes assez différents, un environnement plutôt B2C, plutôt B2B, des produits énormes et de complexité industrielle, des projets plus grand public et des orgas assez différentes. Weezings, entreprise plutôt de taille moyenne versus Engie, plutôt mastodonte dans ce monde. C'est la différence qu'on cherche parce que vous allez avoir des problématiques à la fois proches et lointaines, je l'imagine. Pour
animer cet échange, j'ai organisé ça autour de 3 grands thèmes. Un premier thème autour de l'UX, de la connaissance utilisateur, des aspects organisationnels, évidemment, qui vont venir avec cette complexité hardware-software, et on finira par des enjeux un petit peu plus business. Première question, et on va rentrer de manière très abrupte dans le sujet. Concrètement, si vous deviez répondre assez simplement, est-ce qu'on design un produit physique comme on design un logiciel ? Tu veux aller sur celle-là ? Elle n'est pas facile. Ouais, c'est pour vous chauffer. Je dirais que oui. En tout cas, il faut essayer. Parce qu'à la base de la conception d'un produit, qu'il soit physique ou digital, je pense qu'on doit garder au centre le pourquoi. Pourquoi on va faire ce produit. Garder l'utilisateur, les cas d'usage qu'on veut essayer d'explorer. Donc je dirais que oui. Alors après, bien sûr, sur un produit physique, on va avoir des contraintes qu'on n'a pas sur des produits digitaux. La temporalité n'est pas la même. Quand on doit faire un prototype, je pense que c'est encore plus le cas chez Engie, mais on doit faire des prototypes, on doit aller trouver des fournisseurs, faire l'usinage, etc. Forcément, c'est un temps plus long. Mais globalement, je pense que c'est important de garder en tête que oui, on peut et on doit essayer de le créer comme on pourrait créer un produit digital. Je suis assez aligné avec ça. En fait, pour moi, faut pas se tromper. En fait, l'objectif, c'est ni le hardware ni le software. En fait, l'objectif, c'est pourquoi est-ce qu'on veut combiner ces deux choses-là pour délivrer la meilleure expérience d'une certaine manière. Donc, pour moi, le point de départ est le même. Ensuite, on va juste arriver à 2 solutions qui vont à un moment, on va dire, se démultiplier. Une solution qui va du coup se concrétiser dans le hardware et une partie de la solution qui va se concrétiser dans le software. Pour moi, en fait, la réflexion autour de qu'est-ce qu'on veut offrir, quelle valeur on veut construire, comment est-ce qu'on veut l'amener aux personnes qui vont l'utiliser demain. Finalement, la logique est la même. Et ensuite, on va juste venir se rapprocher de l'objet, qu'il soit matériel ou qu'il soit immatériel, et réfléchir quelles sont les bonnes pratiques, ou en tout cas la bonne manière de construire ce produit-là. Les logiques sont un petit peu les mêmes, même si les règles, ou en tout cas ce qu'on va s'imposer, ne seront pas forcément identiques. Je dirais plutôt la partie feeling et va être portée sur les mêmes valeurs. Donc je suis assez aligné avec ce que tu dis. Ouais. Vous évoquez des choses intéressantes, vous évoquez des cycles avec des temps très différents entre le hard et le software, et vous évoquez aussi un peu le côté itératif. Dans le monde du produit digital, faire des protos sur Figma, c'est à la portée de beaucoup de gens. Ça coûte très peu cher, ça va très vite. Quand on veut créer une batterie de la taille d'un conteneur, j'imagine que c'est pas tout à fait la même histoire, et ça coûte pas la même chose non plus. C'est ça. Par contre, on ne déroge pas à la règle, en tout cas, de s'essayer avant de faire ça à grande échelle. Donc juste là, je dirais la première marche de l'échelle est un petit peu plus grande, demande un petit peu plus d'engagement stratégique et de moyens. Après, la logique va être à peu près la même. On travaille, du coup, on a un labo de recherche dans lequel on va construire à petite échelle un objet technologique qui va nous permettre finalement de venir tester un certain nombre d'hypothèses, donc qui sont en général des hypothèses physiques, là, dans le cas de la batterie, et de voir comment ça va évoluer, est-ce que ça répond bien, ou en tout cas est-ce que les hypothèses de marché qu'on a prises sont justes. Donc ça passe par une logique de miniaturisation, c'est peut-être pas le bon mot, pas mais de commencer sur du... en tout cas sur la logique des batteries, c'est vraiment quelque chose qui est assez fractal en fait. Une grosse batterie telle que nous on les construit, finalement c'est juste l'empilement de plein de petites cellules de batterie qui ressemblent pas mal à celles aussi qu'on peut trouver dans les voitures. Donc finalement, on peut se permettre de commencer un peu avec la taille qu'on veut. Petite échelle. Voilà, petite échelle. Donc c'est ça qu'on va tester, qu'on va aller tester en laboratoire. Voilà. Donc il y a une phase où on va tester tout petit en laboratoire. Une deuxième phase où on va aller tester sur le terrain. Donc on avait des batteries de test qui étaient sur un site, par exemple en Belgique. On les a fait vivre pendant quelques mois pour commencer à capturer de la data et vérifier un certain nombre d'hypothèses. Et puis ensuite, on se lance dans une phase de scaling, on va dire, où on va venir proposer vraiment d'aller construire ça à l'échelle. On a parlé donc d'un hardware et d'un software qu'on essaye de construire pas à pas ensemble pour servir une même finalité pour l'utilisateur. Mais vous avez évoqué des cycles industriels très différents. J'avais envie de vous poser une question un peu l'œuf ou la poule. À un moment, il faut bien commencer par quelque chose. On commence par le hard, on commence par le soft. Ou sinon, comment on fait pour avancer pas à pas avec deux objets qui au début, par principe, vont pas ou peu communiquer entre eux? Chez Weezings, je pense que généralement, on va commencer par le hard, parce que c'est ça qui a la temporalité la plus longue. Donc on va avoir 2 roadmaps qui vont être un peu parallèles, au début du moins.
Après, je pense que tout l'enjeu, là où ça va devenir intéressant, c'est qu'une fois qu'on a trouvé vraiment notre direction et l'impact qu'on va avoir pour notre utilisateur, c'est de réfléchir à comment ces deux roadmaps, donc la partie digitale et la partie physique, vont pouvoir se regrouper en fait, pour ne faire plus qu'un seul produit, une seule expérience. Parce que c'est comme ça qu'on va vraiment avoir quelque chose d'efficace et d'utile pour l'utilisateur. Et donc nous, la solution qu'on a trouvée chez Weezing, c'est au moment où on pense qu'on est prêt on a bien défini nos besoins, etc., et on veut merger un peu ces deux roadmaps, on va créer ce qu'on appelle une Impact Team. Et à travers cette Impact Team, on va mettre les équipes ensemble pour développer le projet à bien jusqu'au bout. Super intéressant. Je pense qu'on reviendra sur cette notion d'impact team dans la partie orga. Mais je retiens donc qu'on commence quand même plutôt par le hardware pour des questions de cycle industriel où ça va prendre plus de temps. Et tant que le hardware est pas là, on pourra pas bien sûr. Il y a aussi penser le soft. Ouais, il y a des questions de cycle industriel. Il y a aussi potentiellement des questions de réglementation. Je pense que chez NJ, vous devez en avoir beaucoup. Chez Weezing, nous, c'est parce qu'on a des devices qui sont certifiés médicaux, etc. Donc il y a beaucoup de réglementations qui peuvent prendre beaucoup de temps. Et donc parfois, on est obligé de prendre de l'avance d'un point de vue du côté hardware avant d'attaquer au niveau software. Tu veux réagir, Romain ? Je peux réagir, oui. Pas obligé. Alors je dirais, non, si. le point de départ, je dirais, c'est quand même le business, en fait. En tout cas, pour moi, c'est plutôt ça le point de départ commun. Ensuite, effectivement, j'aurais tendance à dire que ça va être quand même assez drivé par le hardware, parce que là, il y a des enjeux qui sont... Enfin, j'ai envie de dire, le hardware, si on l'a pas ou si on ne sait pas le construire, il y a un moment, ça va être quand même très, très compliqué, alors que le software, j'ai envie de dire, même si on part avec des hypothèses, on saura toujours qu'on arrivera à créer quelque chose de plus ou moins efficace, mais en tout cas, on saura le créer. Le hardware, s'il y a des limitations technologiques, à un moment, ça va être compliqué. Donc, bien sûr, j'ai envie de dire, ça commence par le hardware. Mais pour moi, c'est quelque chose qui va vraiment se co-construire. Et justement, le gros enjeu, c'est d'avoir dans cette stratégie tournée vers le business et ce qu'on essaie finalement d'achiver ensemble, ça va être de bien assurer cette coordination en fait, entre les deux temps, le temps du hardware et le temps du software, qui pour moi, finalement, au final, ne fait qu'une seule offre globale. Donc ça va être ça l'enjeu. Plus un enjeu de coordination de timing, plutôt que deux lignes sur des temporalités différentes. Et donc je retiens que la flexibilité plus grande du côté logiciel vient un peu combler les contraintes qui petit à petit se fichent beaucoup plus du côté du hardware. Exactement. Je pense que sur l'aspect software, on va pouvoir faire des concessions potentiellement par rapport à l'espèce d'ambition géniale ou l'idée exceptionnelle qu'on avait eue au début. Sur la partie hardware, c'est plus compliqué. Si on met une montre qui donne pas l'heure, ça va être compliqué. Si on a une batterie qui ne sait pas stocker d'énergie, ça va être compliqué. Voilà. Après, on peut inventer le software. Les montres Weezing donnent l'heure ? Elles donnent l'heure. Bon. Je préfère rassurer les auditeurs. Dans les méthodes agiles, dans toutes ces méthodes qu'on dit user-centric, on met un point d'honneur à récupérer le feedback des clients, quel qu'il soit, ou qui qu'il soit. Je me tourne un peu vers Léonard, qui a un objet posé devant lui. J'aimerais bien que tu nous expliques ce que c'est. Et la question qui suivra, c'est comment est-ce qu'on va récupérer des infos, concrètement, sur l'usage qui est fait physiquement de cet objet. Yes. Alors, je vais peut-être vous le présenter d'abord. Alors, je vous présente, ça c'est un peu notre petite dernière fierté, petite dernière innovation qu'on a présentée cette année au CES. Ça s'appelle YouScan. Et YouScan, c'est un peu particulier parce que c'est le premier analyseur d'urine à domicile sans contact. Alors, pourquoi l'urine ? Ça peut paraître saugrenu, mais en fait, l'urine, c'est un indicateur de votre santé qui est super intéressant, dans lequel on a plein d'informations. Et donc, du coup, ça va juste être posé dans vos toilettes. Vous allez aux toilettes et automatiquement, des données sur votre santé vous remonteront du coup, sur votre application Weezing. Et donc, la question initiale, c'était comment on récupère des données pour savoir comment on va construire ce genre de produit. Ça. Je pense qu'il y a plusieurs parties. Il y a une partie, ça va être de l'intuition. Par exemple, là, on est sur un secteur complètement nouveau, la détection sur l'urine. Ça n'a jamais été fait avant. Donc, il y a une grosse partie qui est l'intuition. Il y a une partie aussi qui va être au niveau de la R&D, les technologies qui rendent possible de nouvelles choses. Donc, là, on a pu miniaturiser plein de choses, etc. dans ce produit. Donc, ça ouvre des possibilités. Et ensuite, évidemment, il y a une partie, une fois qu'on est particulièrement sur ce produit, beaucoup d'itérations, beaucoup de prototypes et de recherche avec des utilisateurs. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur c'est pas parce qu'on fait du hardware qu'on est obligé qu'on peut pas prototyper et itérer. Par exemple, sur ce produit, si je devais donner un exemple,
la fixation comme ça, on a eu 4, 5, 6 essais avant de trouver une manière qui marche bien, etc. Donc, on prototype, on donne dans la main des utilisateurs, et c'est comme ça qu'on arrive avec un produit qui marche à la fin. Il y a un côté qui est encore amplifié avec ce produit-là. Quand j'aurai terminé ma question, ça sera plus clair. C'est que l'avantage d'un produit hardware, c'est qu'il est physiquement utilisé par l'utilisateur. Oui. Il est manipulé, ou en tout cas, il entre en interaction physique. Dans ce cas-là, c'est un objet qui va être utilisé de manière très intime, dans un lieu très intime. Comment est-ce qu'on va chercher de l'info, justement, sur ces usages qui sont dans un domaine complètement privé et dont les gens vont difficilement parler? Oui, complètement. Alors, il y a toute une partie confidentialité des données, respect de la donnée de la vie privée. Donc, c'est d'un point de vue éthique de l'entreprise de bien le respecter, etc. Là où on a de la chance, c'est que les données de santé médicale sont très bien protégées, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, effectivement, comment motiver un utilisateur à essayer ce produit? Généralement, l'avantage d'un produit hardware par rapport à un produit software, c'est que les gens, le fait de l'avoir dans la main, de pouvoir l'utiliser concrètement, ça va être beaucoup plus facile de motiver quelqu'un à l'essayer. Donc, si je vous propose d'aller essayer un nouveau SaaS ou quelque chose... Ça reste abstrait. Ça reste plus abstrait. Là, je vous donne ça concrètement à mettre dans vos toilettes. Ça attire peut-être plus la curiosité. Donc, c'est peut-être un avantage des produits physiques par rapport aux produits digitaux sur le user testing. Mais sur celui-là, c'est difficile d'aller observer sur le terrain, j'imagine. C'est difficile. Alors après, on le prête pendant un certain temps. Et on va le récupérer, on va regarder comment... les toilettes, c'est un environnement très hostile. C'est un des plus gros challenges de ce produit. C'est pour ça que je posais la question. C'est un environnement éminemment intime. Et donc, du coup, on va le récupérer, on va voir comment il a vieilli, etc. Plein de manières différentes. Et côté beaucoup plus industriel, là, quand on s'adresse, quand on fait des batteries géantes, c'est qui le client? C'est un peu différent. Alors, qui est le client? On va dire, c'est... dans notre cas, c'est soit des gens qui veulent, du coup, devenir propriétaires de champs, de sites de batteries pour pouvoir amener des solutions au réseau, au sens global, ou ça peut être plutôt dans ce qu'on appelle behind the meter, donc des industriels ou même des particuliers qui voudraient avoir une batterie donc de taille potentiellement différente pour gérer leur autoconsommation, si je fais un raccourci rapide. Donc là, globalement, enfin en tout cas d'un point de vue industriel, l'intimité avec l'utilisateur est un peu moins grande, j'ai envie de dire. Donc l'enjeu, je dirais, de la captation de l'information, et là par contre il y a un énorme enjeu, ça va être surtout le cycle de vie, le fonctionnement de la batterie sur le long terme. Et là il y a énormément de données à capter, donc moi mon enjeu en fait il est là, il est comment est-ce qu'on capte des données au sein du site, au sein d'un container de batterie, au sein d'un rack de batterie, au sein d'une cellule de batterie, et comment est-ce que tout ça on va l'analyser pour comprendre au mieux le comportement de la batterie sur le long terme. Et comment aussi, finalement, les décisions qu'on va prendre pour la batterie, que ce soit des décisions de charge ou de décharge, vont soit l'impacter ou vont nous permettre d'extraire plus ou moins de valeur de cette batterie. Donc, vraiment, l'enjeu de la data, il est majeur dans ce type de sujet. Et pour le coup, on est sur un sujet at scale parce qu'on a une quantité de data énorme qui nous arrive. Évidemment, on était obligé d'en parler. Effectivement, la data, d'aller collecter. Là, on parlait beaucoup de comment on récupère de l'info sur les usages physique par l'utilisateur, mais vous collectez énormément, j'imagine, de chaque côté des données plus techniques, de performance, etc. sur vos produits. Je pense que c'est peut-être un peu plus touchy de ton côté, parce qu'effectivement, il y a l'aspect données de santé, etc. Nous, clairement, alors l'idée, c'est de capter un maximum de données. Surtout que là, on est dans une phase où c'est des business qui sont, en tout cas, qu'on est en train de lancer très fortement chez Engie. Donc, on est dans une phase d'apprentissage. Donc, voilà, on collecte tout ce qu'on peut. Parfois, on a une idée de ce qu'on peut en faire. Parfois, on ne sait pas exactement. Mais du coup, on collecte la donnée pour demain créer des cas d'usage et créer des sujets intéressants pour nos data scientists. Pour ne pas se réveiller dans 3 ans en disant « Vous avez une superbe idée, mais on a 0 data ». Voilà, donc on est vraiment dans cette phase de collection. Voilà. Et donc clairement, les enjeux, j'ai envie de dire, software vont tourner beaucoup autour de ces questions d'architecture de data. Donc, comment est-ce qu'on capte la donnée, comment est-ce qu'on la traite, comment est-ce qu'on la stocke et comment on l'exploite. Et derrière, tous les usages, donc notamment en termes de monitoring en live des objets industriels ou on va dire des études un petit peu plus poussées en termes d'intelligence artificielle sur la compréhension de ces objets-là. Donc ça, c'est clairement un enjeu central. Ok. Léonard, tu veux rajouter quelque chose ? Non, effectivement, nous, de notre côté, les données de santé, c'est très réglementé, donc on fait très attention, on ne peut pas trop y toucher. Mais par contre,
on a aussi parfois des données sur l'usage des produits. Ça, c'est toujours quelque chose d'intéressant qu'il faut toujours utiliser. Comment on utilise un produit, comprendre comment l'utilisateur l'utilise au quotidien, c'est fondamental. Je pense, pour revenir sur notre question hardware, software, pour moi, le pont, il est là, en fait. Entre le matériel et l'immatériel, finalement, il y a la capacité à venir extraire de la donnée. On va, finalement, et ça va être vraiment, pour moi, le pont entre les deux mondes, pour garder, justement, une espèce de cohérence d'offres et de valeur entre les deux. Très bien. Je vous propose de clôturer cette première partie. On va passer à des aspects plus orga. Et encore une fois, une question un peu abrupte pour mettre les pieds dans le plat, comme on dit. Dans l'agilité, on sacralise les cycles courts, le droit à l'erreur, l'itération, le fait de pouvoir jeter tout à la poubelle très vite. De votre point de vue, dans le monde du hardware, c'est possible d'être agile ? Alors, je dirais que c'est plus que possible, en fait, c'est indispensable. Enfin, en tout cas, de mon point de vue. Et alors, comment on est agile dans ce monde-là ? En prenant un tout petit peu plus de risques, forcément, mais du coup des risques contrôlés, ou en tout cas, je dirais avec la bonne manière de les aborder. Mais pour moi, justement, se dire que la bonne solution serait de rentrer dans une bonne vieille... dans un bon vieux tunnel, et je vous donne des indications, on se reparle dans 5 ans quand vous avez trouvé l'hardware miracle. Je suis pas sûr que ça soit finalement moins risqué. Donc pour moi, en fait, la complexité de l'hardware vient justifier d'être d'autant plus agile et d'être dans cette capacité à très rapidement venir adapter finalement les hypothèses qu'on a prises et d'essayer de venir caler au mieux la réponse de notre hardware et la cohérence du software qu'on met en face sur des cycles plutôt courts. Et quand on dit cycle plutôt court, est-ce qu'on peut fantasmer de cycles de type sprint de 2-3 semaines sur du hardware, ou on est encore sur des cycles, dans le cas très B2B Alors, pour moi, il y a plusieurs dimensions. C'est-à-dire, on est capable de se mettre dans des cycles de delivery de 3 semaines. C'est-à-dire de se dire, OK, voilà, on a une masse de travail à faire, on projette ensemble en tant qu'équipe d'atteindre ça sous 2-3 semaines et de livrer la valeur au bout de 2-3 semaines. Après, je pense que ce qui est peut-être plus compliqué au niveau d'un hardware, c'est, je dirais, les gros milestones, quoi. Donc, un gros feature, c'est difficile quand même de le faire en un sprint ou 2. Ça va prendre un petit peu plus de temps. Et donc, l'enjeu, là, un peu dans la pratique de l'agilité, ça va être de justement bien découper ça pour pas justement tomber dans le... Et de dérisquer au fil de l'eau. Bien dérisquer au fil de l'eau et bien structurer un peu les étapes qu'on veut franchir et ce qu'on veut valider sur le chemin. Mais ouais, pour moi, ça reste indispensable. Okay. Donc on est agile, on essaye de l'être autant que possible. On essaye de l'être autant que possible. Voilà. Ouais. Sans forcément se rapprocher totalement des codes que permettent le monde du software. Exactement. On apprend à l'être en tout cas. Je pense que tout a été dit là-dessus. Tout a été dit. Complètement d'accord. Et si on rentre un peu, si on met le nez dans vos organisations, comment ça se passe ? Parce qu'on comprend qu'il y a du hardware, il y a du software. Concrètement, il y a une équipe qui gère l'un, une équipe qui gère l'autre, et on se serre la main 1 ou 2 fois par an. Il y a un PM qui gère tout, ou il y a un PM qui gère le soft et un autre rôle, et je ne sais pas lequel, sur la partie hardware. Comment ça se passe concrètement au sein de vos équipes sur ces produits-là ? Chez Weezings, on va avoir un PM sur la partie plus software, par exemple l'application, donc là, en l'occurrence ça va être moi, et on va aussi avoir un product manager dédié sur le produit physique. Et donc effectivement, là où c'est intéressant et complexe, c'est qu'il y a beaucoup de métiers différents qui vont interagir et pour pouvoir créer ces produits à la fois physiques et digital. Ça peut être des produits, des gens qui vont travailler sur la mécanique, sur l'industrialisation, sur le software embarqué, sur le software d'application mobile. Il y a plein de choses différentes. Donc je pense que là où l'intérêt en tant que product manager et notre rôle là-dedans, ça va être de veiller à ce que les liens et les communications de proche en proche entre chacune de ces équipes soient fluides et se passent correctement. Et donc, après, pour revenir un peu plus sur la partie organisation de ta question, effectivement, donc nous, on a un peu 2 piliers, la partie un peu plus hardware, la partie un peu plus software, qui communiquent. Et donc nous, vu qu'on est 2 product managers, ça va être beaucoup aussi notre rôle de veiller à ce que ces 2 verticales finalement discutent bien, qu'il y ait des zones de recouvrement qui soient efficaces aux bons endroits pour faire avancer le projet comme il faut. Et de manière très opérationnelle, c'est quoi ? Vous vous voyez toutes les semaines, vous êtes sur le même plateau, vous avez des réunions ensemble ? Ouais, alors il y a des weekly évidemment, comme partout. Ça va dépendre aussi des étapes du projet. Si on va être dans des phases plutôt de discovery, etc., ça va forcément être toutes les équipes qui vont être conviées forcément toujours au même moment.
Mais c'est là le challenge. Je pense que chaque développement de produit va avoir ses processus un peu différents qu'on va adapter au fil de l'eau parce que ça ne va pas forcément impliquer les mêmes équipes. Et donc, du coup, faut savoir être agile aussi dans la manière dont on va construire le produit. Très bien. Ça ressemble un petit peu. Effectivement, je pense qu'il y a quand même une différence qui va exister entre les équipes qui sont plus donc, ce que nous on appelle OT, donc Operation Technology, plutôt du côté hardware, et puis tout ce qui va être IT ou produit, plutôt côté software. Et, parce que les expertises en fait sont vraiment assez différentes. Quand tu parles d'expertise, c'est les métiers, les gens impliqués. Est-ce que les gens en fait font, est-ce qu'ils ont appris à faire, c'est-à-dire même tout ce qui va être langage de code, etc. C'est des choses complètement différentes et des approches, on va dire, industrielles aussi assez différentes. Donc pour moi, l'enjeu, c'est ce que tu évoquais, c'est vraiment les passerelles en fait culturelles que tu vas arriver à créer entre les deux pour garder j'ai envie de dire, une homogénéité produit, enfin en tout cas une offre et un projet qui va dans un sens unique et qui lui sert à un projet business. Donc je dirais pour nous, la colonne vertébrale, en fait, ça va être le projet business qui va être porté par une entité métier dans un pays. Et autour de ça, on va venir construire effectivement un peu un animal à deux têtes, donc avec cette double compétence, et le PM, Project Manager, qui a souvent un peu deux casquettes, qui va vraiment faire le pont entre les deux et qui va s'assurer finalement d'une cohérence et du fait qu'on travaille bien ensemble et donc on ne perd pas le fil dans deux verticales qui se parleraient un peu trop tard pour que ça soit efficace. C'est une parfaite transition pour une question que j'avais qui est plutôt pour Léonard, où tu parles, je comprends, d'un PM sur la partie logicielle. Ouais. Je comprends que le logiciel, en plus, l'application, elle est transverse à plusieurs produits. Donc en face, il y a un PM pour chaque produit. Et t'en parlais à l'instant, Romain, de cohérence de l'expérience et de la finalité business. C'est pas frustrant pour un PM côté soft, dans ton cas, de pas gérer la partie hardware, et à l'inverse, pour les gens qui vont faire un hardware sans avoir le nez ou l'ownership sur la partie logicielle? Je pense pas, parce que déjà, comme tu le disais très bien, Romain, c'est deux compétences, ça va être des compétences quand même très différentes. Donc voilà, d'un moment, il faut chacun aussi un peu ses spécialités. Et ensuite, c'est on va travailler sur le même produit, in fine. Il va y avoir deux facettes de ce produit, une partie plutôt digitale, une partie plutôt physique. Mais finalement, je pense que l'important, si on veut réussir notre produit, c'est qu'à la fin, on ait un but pour notre utilisateur. Si on perd ce but et qu'on finalement on divise notre produit en deux, on risque de se perdre. Donc là où je pense que c'est intéressant et c'est sain, c'est que on va travailler finalement à deux sur le même produit, chacun avec ses spécialités, mais on travaille sur un même produit. Ok. Il nous reste quelques minutes encore pour évoquer le troisième sujet, des aspects plutôt business. On en a parlé au début, on a parlé des différences de cycle industriel. Une question que j'avais pour vous, c'est entre le moment où on a une idée, via la recherche et tout ça, et on se dit tiens, ça serait bien de faire un produit qui va impliquer du hardware et du software, et le moment où il est physiquement entre les mains d'un client pour le côté B2C ou installé et fonctionnel sur un site, il se passe combien de temps en moyenne chez NJ et chez Withings? C'est une question un peu compliquée, ça dépend vraiment où est-ce qu'on démarre. C'est-à-dire si on est dans une idée où on veut inventer une nouvelle technologie de batterie, typiquement la plupart des batteries, c'est des batteries à lithium-ion. Si jamais j'avais l'ambition industrielle de partir sur une autre technologie, là le cycle va être très très long, parce que finalement il va falloir que j'embarque tout le cycle de R&D. Et là, comme on est sur des choses quand même assez pointues et qu'on doit amener à un niveau industriel, ça va très prendre long, du temps. Je pense que ça se compte en plusieurs années, et je pense que voilà, le temps qu'une nouvelle technologie arrive à maturité industrielle, je pense que ça peut prendre 5 ans, voire potentiellement plus. Donc là, ça serait des enjeux très très longs. Mais sur une techno qu'on maîtrise, je pense qu'un projet, nous, métier qu'on va prendre, sur lequel on va vouloir installer un site de batterie, ça va être plutôt sur un horizon 1 an, 2 ans pour les très très gros sites, ou sur lequel peut y avoir des enjeux aussi locaux qui sont un petit peu plus compliqués. Mais voilà, je dirais notre target en tout cas, c'est plutôt sur un horizon 1 an ou 2. En sachant qu'il y a un gros enjeu sur le déploiement, parce qu'il faut construire le site physiquement, dans votre cas. Donc il y a un vrai enjeu, il faut trouver les terrains, il faut... voilà, donc c'est un cycle complet industriel. Après, notre enjeu, il est dans la capacité à répliquer ça. Donc plus on en fait, meilleur on est en tant qu'équipe. Voilà, donc on est censé être de plus en plus bon dans le timing, réduire le time to market parce qu'on apprend en tant qu'équipe.
Côté Weezings, entre le moment où j'ai l'idée de faire un capteur de ce type-là et le moment où je l'installe dans mes toilettes, il se passe combien de temps ? Alors finalement, la réponse va être assez similaire à celle de Romain. Ça va dépendre aussi d'où on commence, d'où on part. Si on part de zéro avec une technologie toute nouvelle et beaucoup de recherche et développement, comme pour ce produit, finalement ce produit, ça fait 4 ans qu'on travaille dessus. Donc ça va être un temps assez long parce qu'il y a plein de choses à découvrir, à essayer, etc. Par contre, sur d'autres produits comme les balances, nous qu'on maîtrise, c'est notre cœur de métier à la base. Voilà, c'était notre premier produit. Et là, on a refait notre gamme de balance cette année, par exemple. Il y a beaucoup de nouveautés, etc. Mais on avait quand même un savoir-faire assez développé. Et donc là, on est plus sur une échelle de temps qui va être de plusieurs mois, voire 1 an, mais beaucoup plus court. Donc ça dépend effectivement vraiment de l'expertise en interne et d'où on démarre le produit. Question pour toi, Léonard. Côté Weezings, il y a une appli qui va se connecter avec plusieurs devices, plusieurs capteurs. Comment est-ce qu'on gère une gamme qui à la fois va allier du hardware qui vieillit à un moment, tu parles de nouvelles balances, il y aura aussi des nouvelles montres, des nouveaux capteurs de différents types, et une appli. L'appli, elle peut évoluer, le hardware à un moment il devient obsolète. Comment est-ce qu'on gère tout ça ? Et on galère. Réponse honnête. Non. Enfin, je pense que c'est en fait c'est un vrai choix produit de vouloir garder nos produits fonctionnels le plus longtemps possible. Nous chez Weezings par exemple, 50% de nos utilisateurs de balance continuent à l'utiliser au bout de 10 ans, ce qui est assez énorme. Et donc ça, c'est parce que on permet via notre application, etc., de continuer à les mettre à jour et de continuer à veiller au bon fonctionnement, etc. Et donc ça nous coûte en développement, en dette technique, etc. Ça complexifie l'application. Mais je dirais qu'il ne faut pas le voir comme une contrainte, il faut vraiment le voir comme un choix technique, comme un choix produit volontaire de vouloir privilégier la durée de vie d'un produit sur le temps. Ok. Je vois le ton qui file. On va se rapprocher doucement de la fin de cet échange. J'ai 2 questions pour conclure. Je vais vous laisser le choix. J'ai une question plutôt perso et une question un peu plus sérieuse. C'est vous qui choisissez. Je vous laisse quelques secondes pour décider. On peut pas avoir la question d'abord ? Non, ça serait trop simple. Ou alors je prends l'une à l'un et l'autre à l'autre. Alors moi, je vais prendre des risques. Allez, toi, tu prends un risque. Alors, je vais te poser la première question. Quels seraient les 3 conseils que tu donnerais à un PM qui vient du numérique et qui rentrerait dans un contexte où il y a une composante hardware ? Waouh. Je vais choisir l'autre. Non, je rigole. Je pense déjà il faut venir avec une vraie curiosité et une envie finalement de venir se confronter à, je dirais, un écosystème qui est complètement différent. Si tu viens pas avec cette envie finalement de venir challenger un peu ce que tu as déjà vu, ça risque d'être compliqué. Donc une fois que tu as fait ce chemin-là, c'est d'une richesse énorme parce que ça va, je pense, venir compléter vraiment ta palette de PM. Avec justement cette notion beaucoup plus terre-à-terre, j'ai envie de dire, du hardware. Donc ça serait mon premier conseil. Le deuxième conseil, je dirais, ça serait presque l'inverse. Surtout ne change pas trop. C'est-à-dire, viens aussi imposer ce que tu as avec développé. Ton nouvel esprit, ta manière de voir. Voilà, viens l'amener dans ce milieu-là et donc viens enrichir le collectif de ce savoir-faire. Et le troisième, ça serait... amuse-toi, parce qu'au final, tout ça c'est bien joli, les batteries, etc. Mais c'est bien de s'éclater un peu quand même. Des beaux conseils, je trouve. Léonard, l'autre question, c'est quoi le produit qui mêle hardware et software sur lequel tu aurais rêvé de travailler ou sur lequel tu rêverais de travailler, en te projetant un petit peu ? Elle est plus gentille d'aspect, mais c'est compliqué de répondre. C'est pas facile. C'est vrai. Autre que Weezings, donc. Autre que Weezings, idéalement. Moi, je vais pas aller dans l'originalité. Je pense qu'une boîte que je trouve extrêmement intéressante, je vais pas être le seul, c'est Apple dans la conception de leurs produits hardware et le mélange justement avec le software. Ça reste quand même une référence incroyable. Ils arrivent à faire des choses géniales. Donc travailler sur des produits comme l'iPhone ou comme d'autres produits d'Apple, c'est quelque chose que je trouverais super intéressant. Ouais. Que tu aurais aimé vivre à l'époque, le lancement. Ouais. Je comprends. Je pense que tu n'es pas le seul. Je pense que dans le chat, si on pose la question, vous serez nombreux à dire la même chose. Un grand merci. Il va être l'heure de clôturer cette table ronde. Alors effectivement, on est toujours un peu frustré parce que j'aurais encore 85 questions à vous poser, mais on a un peu de temps après pour en parler. Merci Léonard, merci Romain. Merci beaucoup. Bien passé. Merci. Ouais, c'était très bien.